passer à l'oral, ce sera beaucoup plus simple pour expliquer les termes. En gros, c'est parti. Abrosexuel, qu'est-ce que c'est? Abrosexuel, c'est quelqu'un qui va être un peu gender fluide mais version sexualité. En gros, un jour, elle va se sentir lesbienne, un jour hétéro, un jour bisexuelle, enfin voilà. Sa sexualité va fluctuer avec le temps. Avec ses humeurs, avec ses expériences, bref, vous avez compris, sa sexualité n'est pas fixe. C'est très différent de ace. Ace signifie qu'une personne n'a pas d'attirance sexuelle, pas du tout. Ou vraiment genre tout petit peu. Mais généralement, pas du tout. Ce qui effectivement par contre peut être mis dans le même panier que les demisexuels ou les grey sexuels, qui en gros sont des personnes qui vont ressentir de l'attirance sexuelle mais que dans un certain cas et beaucoup moindre que le commun des mortels. Par exemple, c'est une personne qui va avoir de l'activité sexuelle seulement avec une personne qu'elle, il ou elle aime énormément. Pour ne citer qu'un seul exemple de cas. Et litho, c'est un tout petit peu plus précis, puisque c'est quelqu'un qui va aimer donner de l'amour, donner de l'affect, voire de l'affect physique, mais qui ne va pas vouloir en recevoir en échange. Mais ça reste très proche en fait du grey, du demi ou de l'asexuel. En gros, tout ce que t'as cité, à part l'abrosexualité, fait partie effectivement de la même famille qui va en fait décrire plus ou moins précisément le quota, ou le degré, La quantité? la fréquence, c'est le mot que je cherchais, de pratiques sexuelles, physiques, etc. Ah, parce qu'on parle de sexe, mais on parle aussi d'amour, genre physique, genre les câlins, les papouilles, etc., etc. Alors que du coup, l'abrosexualité, ça va être tout simplement quelqu'un qui va être fluide dans ses orientations sexuelles. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même chose. Ça concerne la sexualité, mais c'est pas la même famille. Donc abrosexuel et ace, c'est deux choses différentes. Mais ace, demi, grey et litho, c'est de la même famille. C'est juste des degrés différents. Dites-le moi si vous voulez plus d'explications sur les mots LGBT. Voilà. On est en France, on est en 2024, hôpital de Digne-les-Bains, les urgences sont dans l'obligation de faire du tri de patients à l'entrée de l'hôpital. Le personnel est actuellement en grève illimitée depuis le 20 août, mais il travaille quand même, mais l'exaspération est bel et bien là, le ras-le-bol est bel et bien là. Qu'est-ce qui se passe? On a des congés d'été, on a des arrêts maladie qui s'accumulent, et les urgences sont saturées, faute de personnel, donc ils sont dans l'obligation de trier les patients à l'entrée de l'hôpital. Oui, t'as bien entendu, ils trient les patients à l'entrée de l'hôpital, faute de personnel. Alors les syndicats s'en mêlent, on a Anne-Laure Reynaud qui est déléguée CGT à l'hôpital. Elle explique que les urgences ont dû être régulées plusieurs jours parce qu'il manquait des médecins. Certains sont en arrêt maladie depuis plusieurs mois, d'autres en congé maternité. Et ce qu'elle explique, c'est que tout ça, ça aurait pu être anticipé. Mais comme d'habitude, en France, on n'anticipe pas grand-chose. Le résultat, c'est que le service des urgences, qui est censé être ouvert 24/24 et 7 jours sur 7, se retrouve à devoir trier les patients à l'entrée. D'autant plus qu'on sait que déjà dans ce département, il y a un gros problème de médecine libérale. C'est au plus bas et que les urgences sont souvent le dernier recours des patients qui ont des problèmes. Et en plus, c'est pas la première fois que ça arrive. Parce qu'on a Hugues Breton, syndicaliste des médecins urgentistes, nous explique que ça fait déjà 2 ans que les urgences ferment un petit peu partout. Manosque, Sisteron et même Digne. Ce qui fait que la situation empire, il y a de plus en plus de patients, ce qui fait que ça met encore plus de pression sur les structures qui sont déjà sur le point de craquer. Et à côté de ça, on a un gouvernement qui est les bras ballants, il sait pas quoi faire. Alors que les syndicats, ils demandent pas grand-chose, ils demandent juste que ça tourne normalement, que le gouvernement se bouge, qu'il fasse son boulot, parce qu'il est là pour servir les Français à tous les niveaux, qu'il mette en place une vraie politique de santé publique, plus de médecins, une meilleure répartition des effectifs, et revaloriser l'hôpital public parce que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui concerne notre santé. Et Hugues Breton a proposé aussi des solutions pratiques, comme permettre à des médecins étrangers qui sont déjà formés de rejoindre rapidement les services, ou rétablir des passerelles entre médecine générale et médecine d'urgence. Mais ça, le gouvernement, on a l'impression qu'il fait la sourde oreille. Ah, c'est sûr que pour venir t'expliquer que le Rassemblement National est fasciste et que LFI, c'est des fous furieux, ça oui. Mais par contre, pour régler des cas pratiques comme je suis en train de vous expliquer là, il n'y a plus personne. Mais vu que personne n'entend ces gens-là, ils ont prévu de mobiliser les élus locaux pour faire bouger les choses, enfin essayer. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? La grève continue. Les patients sont triés à l'entrée de l'hôpital. Et on est en France, en 2024. Et il y en a un qui s'appelle Emmanuel Macron qui avait promis que tout ça serait réglé sous 1 an. Regardez où est-ce qu'on en est. Bonne journée. Les insoumis, les amis, ne décolèrent pas contre Emmanuel Macron. Ils menacent carrément de lancer une procédure de destitution à son encontre.
Pourquoi ? Tout simplement parce que Macron refuse de nommer un Premier ministre qui tienne compte des résultats des élections législatives de juillet. Et étant donné que le nouveau Front populaire, qui est à majorité insoumis, ils ont estimé qu'ils avaient gagné, donc pour eux, le Premier ministre doit être issu de chez eux. Et Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot en tête accusent Macron de faire, je cite, un coup de force institutionnel en ignorant tout simplement la victoire relative du nouveau Front populaire aux législatives. En gros, Macron a écarté l'idée de nommer Lucie Castet, qui est la représentante aujourd'hui, après moult batailles, du nouveau Front populaire, comme Première ministre à Matignon. Alors l'excuse pour Macron, c'est qu'elle ne pourrait pas réunir une majorité à l'Assemblée nationale. À la place, il pourrait choisir quelqu'un, comme on l'a déjà vu, Xavier Bertrand ou Bernard Cazeneuve, ce qui fait aujourd'hui vraiment hurler les insoumis et donc plus largement le nouveau Front populaire. Et donc ils envisagent d'utiliser l'article 68 de la Constitution pour destituer Macron. Mais ça ne va pas se faire comme ça, et je dirais que ça ne va même pas se faire du tout, parce qu'il faudrait d'abord convaincre l'Assemblée et le Sénat de se constituer en haute cour, ce qui est loin d'être gagné et qui ne sera pas gagné du tout d'ailleurs. Mais tout ça c'est bien. Les insoumis, a priori, sont attachés à la démocratie, sont attachés aux libertés, sont attachés à tout ça. Mais moi, j'ai une question à poser aux insoumis. Vous étiez où quand justement ce monsieur faisait ce qu'il a fait de toutes les libertés, etc., etc. Vous étiez où en fait ? Vous avez eu 1001 raisons de lancer des procédures de destitution à l'encontre de ce monsieur par le passé. Alors, je ne parle pas du passé lointain, je parle sur les 7 dernières années. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Je vais vous dire pourquoi. Pour une seule raison. Parce que tout ce tralala marketing à propos des libertés et compagnie, vous n'avez rien à faire. Ce qui compte, c'est que vous arriviez au pouvoir. Et là, en l'occurrence, pour vous, c'est une chance énorme de prendre le pouvoir, et donc vous êtes prêt à tout. Et c'est pour ça que vous voulez lancer cette procédure de destitution qui n'aboutira jamais. Soyons clairs et soyons honnêtes. Voilà les amis. Donc encore une fois, on est dans le marketing pur. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt. Arte, la chaîne culturelle franco-allemande, a récemment mis en place un système, écoutez bien, de reconnaissance faciale pour l'accès à certains de ses films, comme Benny's Vidéo par exemple, de Michael Haneke, je ne sais pas si je dis bien son nom, interdit aux mineurs en raison de son contenu violent. Et pour vérifier l'âge des spectateurs, Arte utilise aujourd'hui la technologie de Yoti, une entreprise spécialisée dans quoi ? L'identification biométrique. Et cette méthode, bien que sophistiquée, soulève des questions sur la protection des données personnelles et la surveillance des adultes. La reconnaissance faciale. Alors, Arte, bien sûr, s'est expliqué en disant que les données collectées sont automatiquement détruites et ne seront pas conservées. Va falloir le démontrer. Mais certains voient dans cette mesure un moyen de contrôle plus large, sous prétexte de protéger les jeunes spectateurs. On est toujours pareil, c'est pour ton bien, c'est pour te protéger. Mais en parallèle, le Premier ministre démissionnaire, M. Gabriel Attal, a réitéré l'engagement du gouvernement à faire quoi ? Réguler l'usage des écrans pour protéger les mineurs, notamment avec une loi fixant la majorité numérique à 15 ans pour l'inscription sur les réseaux sociaux. Mais l'entreprise Yoti, qui collecte les données pour Arte, décline toute responsabilité en cas de violation de ces données, laissant planer le doute sur la réelle sécurité de ces informations. Elle fait ça, elle collecte les données, mais elle n'est pas responsable si jamais il y a un truc qui se passe. C'est un truc de fou. Mais bon, comme d'habitude, rassurez-vous, c'est pour votre bien, c'est pour le bien de vos enfants. Allez, je vous laisse avec ça, dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt. Et quelle aventure, cette espèce de nomination de Premier ministre, cet homme ou cette femme providentielle qui va arriver à la tête d'un gouvernement sous Emmanuel Macron suite aux dernières législatives. Mais c'est un truc de fou, c'est un suspense de malade. Là, dernier rebondissement. Alors je vous refais la série, vite fait. Élection. Trêve olympique, donc Jeux olympiques, c'était prévu le 12 août la nomination, ça a été repoussé après le 15 août, il y en a qui parlent de début septembre, il y en a qui parlent peut-être de l'article 16 pour l'histoire du budget, et là, dernier rebondissement, ce matin, sur CNews, Emmanuel Macron nommera un nouveau Premier ministre après une série d'échanges avec les chefs de parti le 23 août. Et pour ça, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, a convié les présidents des groupes parlementaires et les chefs de parti représentés au Parlement à une série d'échanges le 23 août en vue de tenter de constituer un gouvernement, a annoncé vendredi l'Élysée. Vendredi, c'est aujourd'hui. Donc, Monsieur Macron continue de gagner du temps, d'entretenir le suspense. Quand je vous dis qu'il est le maître des horloges, il est le maître des horloges. Et tous ceux qui viennent vous dire que « Ouais, mais non, mais vous allez voir, il y aura une procédure de destitution. » Personne ne fera rien. Personne ne fera rien. Vous savez pourquoi ? Ils sont tous tenus en laisse.
Ils sont tous tenus en laisse. Et tout ça là, c'est de la gesticulation. Allez, bonne journée. Ça y est, l'histoire de Nord Stream revient sur le tapis. Et a priori, les autorités allemandes ont émis un mandat d'arrêt contre un plongeur ukrainien soupçonné d'avoir participé au sabotage. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Nord Stream, je pense qu'il y a très très peu de gens qui ne savent pas ce que c'est cet énorme gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne et qui a été détruit en 2022. Voilà. Alors l'histoire là, c'est que ce serait un plongeur qui vivait près de Varsovie et qui aurait fui l'Ukraine début juillet. Et attendez, c'est pas tout. Les médias allemands révèlent que ce fameux plongeur, avec 2 autres complices ukrainiens toujours, c'est 3 Ukrainiens, eh bien, aurait transporté les explosifs sur un voilier. Ouais. Alors, enfin, je sais pas, il y a un gazoduc qui est gigantissime, qui a je sais pas combien de profondeur, et les mecs auraient transporté des explosifs sur un voilier pour aller le faire péter. Bon, l'impression d'être dans un film, mais bon, ça passons. Quoi qu'il en soit, l'Allemagne n'est pas très contente parce que la coopération avec la Pologne semble compliquée. Et les Allemands sont vraiment surpris de ce manque de coopération de la part de Varsovie dans cette enquête, qui est quand même très importante. Après, il ne faut pas trop s'étonner parce que les autorités polonaises s'opposent à ce fameux Nord Stream depuis très longtemps. Et elles auraient pu être au courant de cette opération. Ceci pourrait expliquer cela. Quoi qu'il en soit, le mystère demeure entier. Et moi, ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que 3 types ukrainiens transportent des explosifs sur un bateau, enfin sur un voilier, et on le sache que maintenant. On le sache que maintenant. On est quand même entouré de satellites, il y a des services de renseignement partout. C'est quand même une zone dans ce coin-là là, qui est en ébullition actuellement, et on sait tout ça que maintenant. Bon, moi je vous conseille d'aller écouter Seymour Hersh à propos de Nord Stream, ce grand journaliste d'investigation qui a été prix Nobel, je crois. Et là, on saura peut-être la vraie vérité. Allez, dites-moi ce que vous en pensez, je vous souhaite une excellente journée. Les urgences qui ferment en 2024, les amis. Un article de France TV Info. On est au comble du comble. Et pourtant, c'est une triste réalité à laquelle la France est en train de faire face de plus en plus. Imagine-toi, tu débarques aux urgences, toi ou un membre de ta famille a un gros problème, un problème sérieux. Et là, surprise, les portes sont closes. Pas parce qu'il n'y a plus de médicaments ou je sais pas quoi, non. C'est parce qu'il n'y a tout simplement plus assez de personnel pour te prendre en charge. C'est la réalité. Oui, je sais, on a réussi les Jeux Olympiques, c'était super, machin. On a pété le score de médailles, mais c'est la réalité là. Là, je te parle du réel. Tu sais, la vraie vie à laquelle Macron, il voulait pas qu'on revienne. Nous qui avons vécu pendant plus de 2 semaines dans un pays où on a eu le sentiment que l'air était plus léger, que quelque chose avait changé, pour citer Barbara, on n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Parce qu'au fond, la vie, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines. C'est ça, la vraie vie. Tu vois, on y est là, on est dedans là. Article de France TV Info, c'est pas moi qui le dis, un média mainstream. Alors les syndicats qui ont tous appelé à voter pour lui, eh bien sont en ébullition. Alors on peut les comprendre, Et ils qualifient cette situation d'inacceptable, je cite. Alors, ils qualifient d'inacceptable. Alors oui, on ne peut pas dire le contraire, c'est totalement inacceptable, c'est même pire que ça, je dirais. Alors tout ça, ça s'explique par le personnel qui est à bout, les soignants, les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont épuisés, et du coup, c'est les patients qui en payent les pots cassés. Pas parce que les soignants sont coupables, non, c'est parce que ceux qui décident au-dessus, c'est eux qui sont responsables et coupables de la situation. Mais le pire, c'est pas ça, c'est que ces fermetures soi-disant temporaires, elles sont pas si temporaires que ça. Ça devient presque la nouvelle norme. Et c'est ça qui fait flipper. Encore une fois, imagine-toi, tu as un problème sérieux, tu arrives, porte close, il se passe quoi? Et les syndicats, toujours ceux qui ont appelé à voter pour lui, tirent la sonnette d'alarme. Alors ils ont une alarme et puis ils tirent la sonnette. Et pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui bouge. À part, oh là là, il faut éviter le pire, il faut éviter le racisme, le fascisme, la xénophobie, la bête immonde, tout ça. Mais les gars, regardez où est-ce qu'on en est. Vous voulez quoi de pire que ça en fait? Qu'est-ce qui peut se passer de pire en fait? Qu'est-ce que vous attendez? Des mobilisations contre le Rassemblement national, je sais pas quoi, l'extrême droite, d'accord. Mais là, on parle du système de santé. J'entends pas un seul syndicat qui vient parler de mobilisation générale pour défendre le système de santé. Le système de santé est ce qu'il y a de plus vital pour le peuple français. Je sais pas, je comprends plus moi. Les mecs, je vous piche pas en fait. Ou alors vous êtes tous de connivence. Je sais pas.